Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Anton de Café Fitness et on va parler un peu d'hypertrophie, de bodybuilding parce que c'est ton domaine, clairement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Salut Romain, merci de me recevoir déjà sur le podcast, c'est un plaisir. On se connaît depuis 4 ans, 5 ans je crois maintenant. Ouais, Ça fait, ça ça fait un, fait, ça fait un un petit petit, peu de temps. ouais, ça fait un petit moment. On est un peu vieux sur Insta, donc ça un plaisir aujourd'hui de parler avec toi et de présenter un petit peu tout ce qui peut être sur le côté bodybuilding, nutrition, mode de vie, quelque chose que tes athlètes en power ou de ton audience voilà, pas trop l'habitude d'aborder comme sujet. Donc écoute, moi je m'appelle Anton, je suis sur Instagram depuis fin 2018-2019. Au tout début, j'imagine que tu t'en rappelles, j'avais une page d'infographie anonyme Ouais, sur ouais, la ouais. musculation, la nutrition, le mode de vie avec voilà des petites études scientifiques, des petits graphiques, et cetera. Et j'avais vraiment commencé ça par passion en fait, sans chercher à monétiser mon Instagram, sans chercher à devenir coach au préalable ou quoi. Et c'était une période où les pages d'infographie fonctionnaient quand même pas mal et il y avait beaucoup moins d'acteurs aussi à l'époque. Donc il suffisait que tu fasses un petit peu de bon contenu et tout de suite tu sortais un petit peu du lot. Et donc, j'ai commencé à cette période-là et au bout de quelques mois, justement, je me suis dit: «OK, c'est ma passion, pourquoi pas essayer justement de développer quelque chose autour de ça et d'en faire mon métier, quoi?» C'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur au début, mêler la Mm. passion, le métier, tu te dis: «Mince, est-ce que je vais continuer d'aimer la pratique Ouais, c'est si clair. jamais j'y réfléchis toute la journée, si jamais j'en fais toute la journée?» Et au final, ça s'est bien passé. J'ai fait mon BPGEPS pour le côté légal, obtenir la carte Mm. pro et j'ai commencé ensuite, à côté des infographies, à me présenter sur Instagram et à poster mon premier avant-après, à montrer un petit peu plus ma vie perso, ma progression personnelle et ça s'est fait de fil en aiguille. Je suis devenu coach, full time depuis, 4 ans. Voilà, je vis pleinement mon coaching à distance depuis 4 ans pour des personnes qui souhaitent, se muscler, perdre de la masse grasse, obtenir un mode de vie plus sain, maintenir un mode de vie plus sain. Je ne suis pas du tout spécialisé sur les athlètes de force, ça c'est ton côté avec STS et tes associés. Et je ne suis pas encore, on va dire, coach pour vraiment les compétiteurs en bodybuilding, mais j'ai des Ok. compétiteurs qui devraient monter sur les planches l'année prochaine. Donc justement, ça sera vraiment les premières expériences pro euh, sur la compétition quoi, que j'aurai en body. À côté de ça, j'ai fait ma première compétition justement de bodybuilding naturel fin 2023. J'ai fait 2 scènes et voilà, j'ai un peu concrétisé, on va dire, l'expérience avec ça après 8 années d'entraînement. Voilà, pour te résumer un petit peu la vie depuis le début de la page Instagram, quoi. Et du coup, toi, vu que tu es un passionné, que tu es vraiment purement sur le côté bodybuilding, tu me disais que tu coachais pas forcément des compétiteurs pour le moment. Du coup, ce que tu proposes, ça s'adresse plutôt à qui? Alors, en fait, j'ai des compétiteurs qui vont faire leur début l'année prochaine. Donc voilà, on est Ok. encore sur des phases de masse, sur des phases de cut pour le moment, et ça viendra en 2025. Écoute, s'il y a Sacha qui écoute, là, voilà, ça sera mon premier athlète qui fera WNBF. Et donc, mon suivi, ça s'adresse surtout en fait aux personnes sérieuses, investies, qui souhaitent s'entraîner intelligemment et très dur pour développer leur physique et l'amener au niveau supérieur. Voilà. Donc, je pourrais vraiment m'affirmer en tant que coach pour compétiteur le jour où j'aurai amené mes athlètes sur scène, mais j'ai pas encore cette prétention-là au début, même si mes résultats sont plutôt convaincants sur ma page Instagram qui s'appelle Team KV Fitness. Voilà. Il y a tous les avant-après qui sont dessus, mais voilà, pas encore de vrais compétiteurs à mon actif dans les rangs, quoi. Voilà, toutes les personnes qui souhaitent vraiment optimiser leur processus en bodybuilding, en musculation et perdre de la masse grasse avec des méthodes basées sur l'expérience, parce que j'ai suivi voilà, plus d'une centaine de personnes jusqu'à maintenant, 8 ans de pratique derrière, et évidemment tout ce qui est aussi basé sur les suggestions scientifiques, parce que c'est un côté que j'aime beaucoup et sur lequel je me tiens informé. Ça demande une patience de fou quand même d'être pratiquant de bodybuilding naturel. Il faut vraiment être passionné, quoi. Bah écoute, j'ai envie de dire que c'est la même chose pour un pratiquant de force athlétique naturelle. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Au fur et à mesure que tu avances, tu es obligé de redoubler d'efforts et d'investissement personnel pour continuer de voir de la progression. Donc, je pense que dans toutes les pratiques sportives, à partir du moment où tu restes naturel, tu es constamment obligé d'être patient et de fournir de plus en plus d'efforts pour essayer d'atteindre le plus haut niveau, quoi. Mm. Donc, je sais pas s'il faut être plus patient qu'en force, par contre, mais je pense qu'on peut faire J'ai beaucoup de l'impression que parallèles. si. Ouais. J'ai Di- l'impression que si, parce qu'il dis- y a beaucoup de. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, termine.
Je disais, en fait, c'est parce qu'en force, il y a quand même, tu sais, toujours en montant d'une KT, et cetera, en faisant des Mm. optimisations techniques, tu as toujours moyen de gratter un petit peu. Alors qu'au bout d'un moment, tu vois, en muscle, bon, je pense que, tu sais, on a tous à chaque fois le petit tableau de Eric Helms en tête où il te dit qu'au bout de 5 ans, t'es Bon, foutu, en gros. ouais, non, oui, mais après ça a été fait il y a assez longtemps, je trouve. Ouais, 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 Et ouais, c'est vrai. je suis pas hyper d'accord parce que ça dépend vraiment, vraiment de trop comment tu t'es entraîné sérieusement pendant ces années-là. Ouais, ouais, non, c'est Ah ouais. clair. Mm. Et juste le parallèle qu'on peut faire entre le power et le bodybuilding à haut niveau, c'est vraiment que il y a toujours cette recherche constante d'augmentation de la performance. C'est-à-dire qu'un bon bodybuilder naturel cherche constamment à améliorer ses performances sur ses exos principes, sur ses exos, quoi, par le biais de la surcharge progressive. Et à mon sens, tu peux pas atteindre ton meilleur niveau si tu as pas un bon tracking de tes performances en bodybuilding. Parce que voilà, il faut pouvoir traquer les adaptations musculaires et l'une des meilleures manières de le faire, c'est évidemment de voir que les chiffres augmentent sur les exos au fur et à mesure du temps. Voilà, si tu restes bloqué à la même charge pendant 6 mois, il y a peut-être un problème sur ton processus de développement musculaire, quoi. Et c'est Mmh. vrai que tu es hyper à cheval sur tu sais, la composante tracking, etc. Et je me souviens, il y a quelques années, on déconnait un petit peu et on disait, mais si on fait du curl balançoire, etc. Ah Et oui, 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 pour le oui. coup, tu nous as fait changer d'avis, tu vois. Si mais justement, je vous ai fait changer d'avis, mais aujourd'hui, moi, je commence aussi un petit peu à changer d'avis par rapport à ça. Donc, au fur et à mesure de mon avancement et de mon expérience, on va dire que j'étais il y a 3 4 ans quand on en parlait, j'étais vraiment à 100 sur la standardisation de absolument chaque répétition. La dernière répétition d'une série devait absolument ressembler à la première répétition d'une série et maintenant, je suis un petit peu plus dans le style où j'ai tendance à dégrader peut-être mon avant-dernière répétition, ma dernière répétition, pour justement aller gratter une performance supplémentaire, même s'il y a une petite contrepartie sur la standardisation. J'en ressens le besoin en fait, après voilà, pas mal de temps à essayer de traquer tout ça, à essayer de surcharger. Ça devient beaucoup plus difficile. Au bout d'un moment, la progression est beaucoup plus lente et beaucoup plus dure à aller chercher. À certaines époques où tu pouvais gagner une, deux, peut-être trois répétitions par semaine sur une isolation, là, si tu en gagnes une, c'est déjà une victoire, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc clair. ouais, voilà, ça fait plaisir à l'ego parfois d'aller gratter une petite rep, même si elle n'est pas hyper clean. Et qu'est-ce qui, du coup, a changé un peu dans ton mindset entre ces deux moments? Parce que pour le coup, le fait de, tu sais, de faire des répétitions un peu trichées ou partielles, etc., c'est des trucs qui sont plus difficiles à traquer. Comment tu Ouais. gères ça? Bah, écoute, je pense que par le passé, je voyais absolument pas l'intérêt, on va dire, de peut-être manquer de standardisation par moment ou quoi, parce que dans mon propre processus, J'en avais j'avais en fait, avec une standardisation, hyper clean sur toute la série, j'arrivais clairement à progresser, comme un débutant, quoi. Plus une Mm. répétition par semaine sur tous les exos, plus 2 répétitions, plus 3 répétitions. Donc probablement que j'étais influencé à ce moment-là par mon niveau de pratique, mon niveau d'expérience. J'avais 3 4 ans de musculation à cette époque-là quand vraiment je parlais de standardisation. Alors qu'aujourd'hui, si je cherche, dans mon expérience personnelle dans ma propre progression, à avoir la standardisation ultime sur tous mes exercices, il y a peut-être, moyen que je reste bloqué, tu vois, 2 3 semaines sur une même performance avant de voir une augmentation de charge, peut-être la 4e semaine ou un gain de répétition. Donc, ouais, parfois pour apprécier un peu plus l'entraînement et ouais, avoir le plaisir de voir peut-être une répétition augmenter, tu vois? Dégrader peut-être la dernière répétition, aller maximum l'avant-dernière. Peut-être, tu vas prendre un petit temps de pause entre l'avant-dernière et la dernière répétition pour la passer et aller plus loin dans l'effort. Mais, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plus, heu nécessaire aujourd'hui par rapport à ouais, il y a 3 4 ans, quoi. Et du coup, Mmh. tu considères que tu fais ça parce que tu penses que c'est plus efficace purement au niveau de l'entraînement ou c'est juste une composante plaisir que tu intègres en plus? Heu, je pense que ça m'apporte un bénéfice justement, parce que si jamais au bout de 3 4 5 semaines, j'ai peut-être ajouté, par exemple 2 répétitions qui sont un petit peu moins propres et bien, si je reprends, voilà 2,5 ou 5 kilos en tout sur l'exercice, je vais réussir à valider en fait une répétition, heu, clean et standardisée que j'aurais peut-être pas validée en fait il y a 3 ou 4 semaines avant. Donc je vois une utilité qui est, présente, mais il y a à la fois évidemment cette petite partie, plaisir que tu as citée et le fait que, je trouve honnêtement que ça a des avantages, à mon niveau d'avancement, on va dire, quand les choses sont plus compliquées à faire progresser. Parce que c'est pas parce qu'une répétition est un petit peu dégradée techniquement, qui a un petit peu moins d'amplitude, qu'elle n'apporte aucune tension mécanique sur la musculature ciblée. Donc
je pars du principe que la répétition, tu vois, tu peux très bien noter sur ton carnet qu'elle n'était pas très propre, que tu aurais aimé l'améliorer ou quoi, mais elle n'est pas vide de sens. C'est-à-dire que Hmm. voilà, tu imposes de la tension mécanique à ta masse musculaire que tu n'aurais pas imposé si tu n'avais pas été la chercher et que tu serais arrêté peut-être à la dernière répétition full standardisée que tu pouvais faire. Donc, ouais, à partir du moment où il y a une stimulation musculaire, une tension mécanique qui est là, voilà, pourquoi pas aller la chercher, cette dernière répétition peut-être un peu moins propre, et peut-être que la semaine d'après, tu revalideras la même performance en l'ayant un petit peu plus propre, justement. Ouais. Ouais, Ok, donc c'est vraiment un outil que tu utilises en plus en ouais, fait pour te ouais. permettre de passer d'un palier à l'autre, quoi. Ouais, disons que je me dis pas avant la série, bon, je vais aller chercher une nouvelle répétition, même si elle est un peu dégradée. Je vois ça sur la fin du mouvement et Ouais. comment je me sens. Ouais, Est-ce que tout à c'est fait. est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander à tout le monde ou alors peut-être sur des débutants, tu vas leur dire non. Bah, déjà sur un débutant, apprendre à être très efficient techniquement, apprendre à être très intense, c'est-à-dire s'entraîner très proche de l'échec. En power, vous parlez plutôt en RPE. Moi, je parle plutôt en répétition en RIR. Donc 0 à 1 RIR, c'est quoi RPE 9-10, Ouais, j'imagine. ouais. Et ouais, déjà s'entraîner à 0 ou une rep avant l'échec avec une excellente technique, ça sera déjà très compliqué pour un débutant parce qu'il n'y a pas encore les bases sur la création de stabilité, sur le bracing, sur sa capacité à green sur les dernières répétitions en gardant une bonne technique. Donc déjà, consolider les bases, apprendre à utiliser de bonnes techniques, s'entraîner très dur. Et normalement, il y aura pas vraiment besoin d'aller chercher des répétitions très dégradées pendant un bon moment, je pense. Et une fois que voilà, tout ça, c'est bien appréhendé et qu'on peut se le permettre, oui, pourquoi pas, on peut aller dégrader un peu la technique sur la dernière répétition. Ok. Ouais, mais c'est ça, ça vient dans Quand un le- second temps à voilà, partir du moment où voilà, c'est ça. Et puis, attention, quand je dis dégradé, disons que c'est un peu c'est c'est un pas peu Brent Warren. voilà, c'est un peu un spectre en fait. Tu peux Ouais. dégrader énormément ta technique, tout comme tu peux la dégrader un petit peu par rapport à tes critères de standardisation. Donc moi, c'est voilà, dégrader un petit peu par rapport aux critères de standardisation. Peut-être manquer un poil d'amplitude, ce genre de choses. Mais voilà, c'est jamais dans un style où la répétition n'a plus aucun sens, quoi. Ça, c'est sûr. Mais du coup, tu dirais que dans un premier temps, le plus important, c'est déjà de faire en sorte que tes reps elles soient similaires. Et à partir du moment où tu arrives à standardiser tes reps, à faire en sorte qu'elles soient Ah, toutes totalement. pareilles, tu peux te permettre de dégrader un peu les dernières. Totalement, totalement. Pour moi, c'est fondamental de réussir à standardiser sa série de A à Z avant de penser, on va dire, à avoir une petite dégradation technique sur la fin d'une série. Ouais, Ouais, parce que sinon, c'est pas du tout comparable, en fait, vu c'est ça, qu'on parle de c'est tracking des ça. datas. C'est comme par exemple si j'ai un athlète à qui je vais demander de s'entraîner par exemple à 2-3 répétitions avant l'échec sur un exercice, pour qu'il puisse bien appliquer ce 2-3 répétitions avant l'échec sur un exo, il faut quand même qu'il sache s'entraîner à quasiment à l'échec ou quasiment à l'échec, parce que sinon tu n'as pas forcément cette connaissance de ta capacité, enfin de l'intensité qu'il faut donner pour justement s'arrêter un peu avant l'échec. Il faut quand même avoir certains repères pour mieux réaliser ce qu'on a à faire. Ouais. Je dirais d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi débutants qui ont tout simplement pas les ressources qu'il faut pour forcer suffisamment. Et plus tu vas progresser, plus tu auras peut-être ces ressources, non? Qu'est-ce que tu entends par ressources pour progresser suffisamment? C'est plus dans l'optique où tu sais quand tu vas être par exemple débutant, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai vu en force athlétique et je pense Ouais, qu'en bodybuilding peut-être tu pourras me le confirmer ou me l'infirmer, c'est que par exemple sur un tirage, le gars a l'impression par exemple d'être RPE 10 et de ne pas avoir ce qu'il faut pour en faire une ou 0 ouais. RIR et en fait tu verras que cette même répétition peut-être 2 ans après bah, il en a 3 derrière en fait. Ah, bah, je trouve alors déjà parfois, ouais, il y a une petite différence, je trouve, entre le RIR, ressenti ou le RPE ressenti sur Mm. l'exercice et ensuite quand tu le vois en vidéo. Parfois, quand je regarde certains de mes lifts, en vidéo, je me dis: «On dirait j'aurais pu en passer une ou 2 de plus», tu vois? Alors que Sur le pertinemment, je moment, sais que c'est sûr. je sais que sur le banc, ça serait pas passé. Et il y a je trouve aussi pas mal de je trouve que ce qui est énormément sous-coté en bodybuilding, c'est la création de stabilité sur ses mouvements. C'est-à-dire que sur énormément de vidéos, de techniques que je reçois de la part de mes coachés, la plupart du temps, c'est un problème de stabilité pour aller plus loin, plutôt qu'un problème de force ou de trajectoire, de technique, voilà, de contrôle, peu importe. C'est vraiment un problème de génération de la stabilité, c'est-à-dire que tu as les pieds, tu vois, qui dansent un peu sur le sol, sur un développé couché haltère, alors que tu pourrais juste rester bien ancré et fixé. Voilà, ça vient surtout de la stabilité et donc il y a certaines personnes qui pensent être très proches de l'échec, alors qu'elles sont juste limitées par leur création de stabilité.
Donc, ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui permet de passer à un niveau supérieur sur l'intensité et la productivité sur une série, ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils tu sais, pour des pratiquants qui sont un peu moins initiés, de conseils que tu pourrais leur donner pour justement être plus stables sur leurs exercices Ouais. d'hypertrophie? Bah, en fait, pensez tout le temps, au point d'appui, c'est-à-dire, OK, sur l'exercice, est-ce que tu as les pieds au sol? Si oui, essaie de bien les ancrer, tu vois? Essaie d'écarter un peu le sol sous tes pieds, essaie de contracter tes fessiers contre le banc ou ce genre de choses-là pour vraiment créer le maximum de stabilité et en fonction de l'exercice que tu veux, on va prendre, par exemple, un tirage, unilatéral à la poulie basse, voilà, pour le dos, pour le grand dorsal. Donc tu as tes points d'appui au sol, il y a tes pieds, tu mets en place ton bracing et avec ta main, tu vois, vu que c'est en unilatéral, tu as une main qui ne bosse pas. Voilà, tu te tiens fermement au niveau du banc pour créer encore plus de stabilité. Par exemple, si tu fais ton tirage en unilatéral en touchant ton grand dorsal avec la main qui ne travaille pas, il y a de grandes chances que tu ne sois pas assez intense en fin de série parce que tu vas manquer de stabilité et tu ne généreras pas autant de force que tu le peux en ayant vraiment un point d'appui supplémentaire avec ta main. Donc, c'est vraiment beaucoup ce genre de choses-là, je trouve, qui limite certaines personnes plutôt que de mauvaises techniques ou quoi. C'est vraiment la génération de stabilité. Il me semble que je t'avais même vu à un moment mettre des sangles sur le leg extension. Ouais, ouais, parce qu'à partir d'une certaine charge, en fait, la charge est lourde par rapport à ton propre poids de corps, ce qui fait Mmh. que tu te lèves du siège et si je mets pas de sangle, tu vois, ça demande beaucoup plus de concentration sur la poigne, beaucoup plus dur sur la poigne, donc au final, hop, tu mets des sangles sur le leg extension et la tenue au siège est beaucoup plus facile, donc franchement, ouais, ça c'est Et pas mal pour le coup. et C'est pas c'est mal. vrai que pour le coup, on te prend pour un fou, mais moi je sais que je t'avais vu faire ça, je me suis dit: «Ah, c'est pas bête», tu vois? Et Bah, du ah, coup, en j'ai fait essayé. en fait, les gens te prennent pour un fou quand, ces gens-là n'ont pas les performances qui nécessitent justement des leg extensions sur un des sangles sur un leg extension. À partir du moment où, tu as surchargé sur cet exo, tu vois, pendant 3 ans et que tu full stack la poulie et que tu dois utiliser le maximum de charge et que c'est à 2 fois ton poids de corps pour, des séries de 15, là, tu commences à avoir besoin de créer de la tension ou même au-delà des sangles, tu vois, si tu t'entraînes avec quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui t'appuie un peu sur les épaules, ça permet aussi de vachement alléger justement la création de stabilité et tu es beaucoup plus focus en fait sur ton extension. Donc c'est avantageux, ouais. Je suis beaucoup de bodybuilders naturels justement de très haut niveau sur Instagram comme AJ Morris ou ce genre de personnes et souvent, hein, il y a des training partenaires qui maintiennent sur des presses à cuisses pour rester ancrés dans le banc. Parce que tout simplement, les charges utilisées sont tellement importantes que créer sa propre stabilité avec ses sangles ou avec ses mains, ça demande un grand effort. Donc, ouais, c'est intéressant comme sujet. Je pense que bon, tu as dû le voir passer aussi, mais j'avais vu aussi, tu sais, Ben Yates qui faisait pareil en se mettant des sangles, au niveau des coudes pour ses extensions triceps. Au niveau des coudes, Je crois que c'était ça, où tu sais, ouais, il se bloquait le coude avec, je sais plus si c'était une sangle ou quoi, mais ouais, ça me dit rien comme ça. Faudrait que tu m'envoies le post sur Instagram. même des ceintures sur le leg curl ou tu Ah vois, des ouais, trucs comme ça. ceinture sur le leg curl, ceinture sur les machines à dips. Ouais, ça c'est machine à dips, si t'as pas de ceinture, T'es cuit. tu finis dans le plafond. Ah ouais, oui, c'est clair. C'est ce qui est dommage, hein, parce que j'ai des coachés qui ont des très bonnes machines à dips dans la salle, tu vois? Dans leur salle, mais juste le fait de pas avoir de ceinture, ça casse totalement l'utilité de l'exo parce que tu peux pas aller loin et proche de l'échec avec des charges lourdes. Tu décolles du banc, donc Ouais, c'est clair. il y a des machines comme ça, hein, sont pas vraiment faites pour les personnes plus fortes que la moyenne. Ouais, c'est clair. Puis après, Mmh. en fait, ça te fait un dips au poids de corps. En fait, tu Ouais, décolles. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc même ceinture au leg extension, ça serait vraiment bien s'il y en avait qui pouvaient en faire. Et je crois que ça existe, hein. C'est très Mmh. rare. C'est très rare. Et, Ouais. heu, et pour le coup, du coup, bon, je sais que moi aussi, je suis un peu comme toi, tu vois, j'aime bien me poser sur des machines, et cetera. Bon, déjà, parce qu'après une séance de power, en général, tu es bien cuit. Si Oui. tu peux faire un truc qui est moins exigeant Ouais. techniquement, c'est cool. Mais est-ce que toi, du coup, ça t'arrive quand même d'utiliser des exercices, je dirais surtout des gros exercices polyarticulaires avec des charges libres, ou alors tu préfères vraiment rester sur des machines? Ouais, j'utilise, je te dis tout simplement ce que j'utilise dans mon entraînement actuellement, qui Mmh. se rapproche le plus de ouais, d'exercices polyarticulaires à charge libre. Soulevé de terre, jambes tendues à la barre, un fondamental à mon sens pour la chaîne postérieure. Parce qu'à côté de ça, tu as quoi? Sinon tu as des leg curls, tu as des extensions au banc lombaire. Good morning, je suis plus un grand fan pour le côté bodybuilding, trop de demandes sur le tronc, voilà, tu peux Ouais. pas aller aussi proche de l'échec que sur un soulevé de terre, jambes tendues à la barre. Donc soulevé de Mmh. terre, jambes tendues à la barre, tu as une surcharge progressive qui est
voilà, euh, très, 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 très importante dessus sur le long terme. Et j'aime beaucoup les mouvements de coucher et d'incliner aux haltères, personnellement. Euh, J'aime bien aussi le coucher barre, l'incliner le barre, mais ce ne sont pas des exercices qui me conviennent à moi, si tu veux. Et je sais que type de mouvement-là, c'est assez décrié sur Instagram, même sur YouTube, pour le bodybuilding, parce que tu as moins de stabilité. Mais à mon sens, à partir du moment où tu adores vraiment l'exercice, que tu te sens très bien dessus, que tu as voilà, une bonne structure pour les performer, ce sont des exercices qui sont extrêmement intéressants, voilà, au long terme, pour développer un excellent physique. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Et moi, je ne les utilise pas pour des raisons qui me... Voilà, les exos ne me conviennent pas trop, mais ouais, soulevé de terre, jambes tendues, barre, j'utilise beaucoup. Les couchers inclinés aux haltères, j'utilise beaucoup. Euh, Squat, j'adore aussi. J'en fais pas, mais c'est un exercice que j'adore. Euh, Ouais, développer coucher barre, j'en programme avec mes coachés, mais j'en fais pas personnellement. Donc voilà, j'ai à peu près cité les exos principaux. Mm. Et est-ce que du coup, tu aurais une approche un petit peu différente dans la manière dont tu programmes si l'exercice c'est justement une charge libre ou alors que tu es plutôt sur machine et que c'est un cadre guidé en Ouais. fait? En général, sur les exercices à charge libre, comme du soulevé de terre, jambes tendues à la barre, par exemple, je vais avoir tendance à programmer plutôt des zones de répétition assez basses parce que on va dire l'endurance, le cardio que ça demande, la concentration que ça demande, la mise en place du bracing que ça demande, etc. Voilà, c'est un peu moins évident de faire des répétitions assez hautes, des séries assez longues dessus. Donc, je programme plutôt des séries courtes, par exemple des top 7 en 4 à 6 reps, 5 à 7 reps sur ce type d'exercice-là, et un back-off, toujours à peu près en dessous des 10 reps de préférence. Et je garde plutôt des zones de répétition hautes, un peu plus sur machine, parce que tu as moins besoin de stabilité, tu as moins besoin de cardio. Voilà, tout ce qui va être respiration, souffle, ce sera un peu plus facile à gérer. Donc, j'aime bien programmer les zones de répétition plutôt basses pour les gros exercices polyarticulaires qui demandent pas mal de concentration et de bracing, et les exercices plutôt, voilà, un peu plus hautes, sur des exos très stables et qui permettent justement de se faciliter sur des séries assez longues. Ça ne veut pas dire que je programme jamais de répétitions plutôt basses sur des machines. Évidemment, j'en programme beaucoup, mais c'est un petit peu grosso modo, ouais, comment je fonctionne. Ouais, c'est surtout qu'en fait, la charge libre te contraint plus en fait. Ouais, c'est ça. Ça, je vais clairement pas programmer, même si tu peux le faire, tu vois, un soulevé de terre jambes tendues en 20 reps, non merci, tu vois. Au bout de 11 reps, t'en as marre, tu vois. Ouais, c'est Oui, clair. et t'es en train de respirer. Et tu finis en chaise roulante. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec des situations un peu atypiques en coaching, je sais pas, où il y a eu des problèmes hyper rares ou quoi, un truc un peu drôle Très bonne question. Très bonne question. Tu me prends un petit peu au dépourvu. J'essaie de chercher un petit peu dans situation un peu atypique. Franchement, j'ai jamais eu de. Je pense pas. Là, en réfléchissant, je pense pas avoir eu de situation atypique en termes de progression. Oui. J'ai déjà eu une situation atypique en termes d'arrêt de coaching. C'était au tout début, quand mes tarifs étaient encore très très bas. J'étais à 50 euros par mois. Je commençais. Je sais pas, la personne avait sans doute pas voulu me dire qu'elle arrêtait le suivi, tu vois, et je me suis retrouvé bloqué de partout. alors, alors que, tu vois, moi, je faisais mon taf, mais non, juste ça, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et D'ailleurs, tu vois, j'y repense parce que j'ai jamais compris ce move. Jamais Ah, compris ce ok. move. Là, Et vraiment, donc, la ouais, personne a ouais, je sais disparu. pas. Des gens, tu vois, qui osent pas dire je veux arrêter le coaching. Je sais pas. Ça, c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit. Et ouais, non, j'ai pas vraiment Ouais, d'exemple. Ouais, c'est déjà pas je vais mal, hein. C'est décevoir déjà pas l'audience. mal. Je vais décevoir l'audience. J'ai pas d'exemple atypique à Non, mais donner. c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, Ça t'est déjà arrivé, toi, ça, un exemple comme ça ou pas? Quelqu'un qui me bloque comme ça du jour au Ouais. lendemain, honnêtement, je crois pas, tu vois. J'ai déjà eu des trucs comme ça, Bah, en pareil, au fait, tu vois, début. je me suis pas fait bloquer du jour au lendemain, tu vois, c'était quelqu'un qui était parti en vacances et on devait renouveler le suivi, tu vois, à son retour de vacances. Du coup, un peu avant qu'il revienne, je lui envoie un message, tu vois, pour savoir comment ça s'est passé et pour savoir si on renouvelle du coup sur le mois qui arrive. Et j'avais pas eu de réponse et je crois que j'avais renvoyé un message pour savoir ce qu'il en était. Et voilà, c'est là que je crois que je m'étais retrouvé bloqué. Donc voilà, c'est juste l'anecdote, tu vois, qui Bon, bah, nickel. 4 ans après pour le coup, parce que c'était parmi mes tout premiers coachings. Euh, Donc, le truc qui te marque. ouais, c'est ça, c'est ça.
Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne un suivi avec toi? Comment est-ce que ça Ouais. marche pour... Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Alors, en général, déjà pour découvrir en fait les besoins de la personne, ses objectifs, comment elle fonctionne actuellement dans son training, dans sa diète, dans son mode de vie, je fais remplir un questionnaire gratuit en fait qui est accessible sur mon site internet Café Fitness, café.fitness. Voilà, il n'y a pas de .com ou .fr, c'est café.fitness. C'est les nouveaux noms de domaine. Et à partir de là, en fait, je pose pas mal de questions sur voilà, poids, taille, la capacité d'entraînement par semaine, combien de fois la personne peut s'entraîner par semaine, combien d'heures elle peut dédier à ses séances, le matériel qu'elle a à disposition. En termes de mode de vie, le nombre de pas qu'elle fait dans la journée, ça me permet de situer un petit peu le niveau d'activité, comment elle fonctionne dans la diète, s'il y a des troubles du comportement alimentaire, de la digestion, ce genre de choses-là. Et ça me permet en fait d'avoir un contexte global pour vraiment voir la situation actuelle de la personne et là où elle veut aller. Parce que moi, dans mon coaching, mon rôle, c'est de pouvoir apporter les résultats que la personne veut atteindre. Ça ne me sert à rien, on va dire, de prendre quelqu'un en coaching si je ne suis pas la personne qu'il lui faut. Voilà, Hmm. si je suis pas en fait dans le domaine d'expertise qu'elle recherche, il y a sûrement des coachs qui seront mieux calés que moi. Donc je m'assure en fait que la personne ait des objectifs. Voilà, c'est ça. Je m'assure que la personne ait des objectifs qui font partie de mes domaines de compétences, de mes domaines d'expertise, et aussi parce que je veux travailler avec des personnes. J'ai aujourd'hui, on va dire, la chance de pouvoir choisir les personnes avec qui je travaille. Donc c'est aussi comme ça que voilà, je suis en accord à travailler avec la personne ou pas. Donc je fais remplir ce petit questionnaire. Je fais un retour vidéo. Les gens qui nous écoutent peut-être connaissent peut-être Loom. En fait un logiciel où tu as ton écran qui est filmé, tu as un retour webcam et voilà, tu fais tes bilans comme ça. Donc je fais un retour Loom à cette personne-là pour passer en revue en fait tout son questionnaire et donner mon avis et un plan d'action de départ. Donc en gros, je dis OK, si on démarre un suivi ensemble, je verrai bien ça, ça, ça au niveau de la diète, de l'entraînement, du mode de vie. Et si jamais ça correspond à la personne et que ça lui convient, eh bien, on commence un suivi à la date fixée. Et une fois que le suivi commence, donc, elle a ses fichiers sur Google Sheets au niveau de la nutrition. Et du mode de vie, on a pas mal d'indicateurs à suivre, comme le poids de corps, les macronutriments, les calories, tout ce qui va être un petit peu temps de sommeil, nombre de pas dans la journée, digestion, stress, ce genre de choses. Et au niveau de l'entraînement, on a évidemment la programmation de l'entraînement avec les performances à rentrer sur le Google Sheets également. Et chaque semaine, sur les bilans vidéo, parce que je fonctionne avec des bilans vidéo, eh bien, on met à jour justement la nutrition et l'entraînement en fonction des résultats qui ont été constatés. Par exemple, si on est en cut et qu'on voit que le poids de corps ne diminue pas assez rapidement par rapport aux objectifs fixés, par rapport aux photos qu'on reçoit ou ce genre de choses-là, on peut réaliser des ajustements caloriques. L'inverse, si on est en prise de masse, si jamais on voit que la personne a du mal à progresser sur certains exercices, on peut en discuter, on voit les techniques, etc. Donc tout ça, ça prend place sur les bilans et ça nous assure un suivi de qualité parce que ça permet de bien rentrer dans le vif du sujet, en fait, de fonctionner avec une belle récolte de données, avec des vidéos bilans. Ça fait, voilà, c'est un petit peu mieux, on va dire, que de fonctionner uniquement avec un message WhatsApp par semaine. Donc ouais, En fait, le truc que tu as, enfin, l'idée que tu as, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur ce que fait la personne et de trouver c'est un petit ça. peu ce qui pêche dans sa progression. C'est ça, justement dans mon questionnaire, j'ai une question qui est, voilà, quels sont les problèmes que tu rencontres actuellement dans ta programmation, entraînement, diète? Et ça me permet de voir encore plus, tu vois, ce qui pourrait, clocher chez la programmation de la personne. Après, c'est rarement je dirais que 70 de mes coachés n'ont pas vraiment de problème, de problème de connaissance, en fait, pour programmer l'entraînement. La plupart de mes coachés tirent leurs bénéfices, en fait, dans le suivi, dans tout ce qui va être rendu de compte, discipline, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va contrôler tes résultats, qui va contrôler tes données, qui va contrôler tes photos. Dans l'assistance aussi sur WhatsApp, savoir qu'on fait le travail à 2 plutôt que tout seul. S'alléger le côté psychologique dans la prise de décision. Plutôt que de se dire: «Ah, est-ce que je dois garder cet exercice-là ou est-ce que je dois le remplacer?» Ce genre de choses. Justement, être coaché, ça a énormément de bénéfices sur le côté psychologique, sur le côté accountability, comme on dit en anglais, sur le côté, voilà, support au quotidien, que les gens peuvent sous-estimer. Et ouais, franchement, une très, très grande partie de mes coachés, n'ont pas, on va dire, n'ont pas une nécessité ultime d'avoir une programmation, faite par moi parce que ce sont des personnes très compétentes, mais il y a beaucoup de choses autour de ça, en fait, qui leur est bénéfique.
Et Ok. ouais, ça, c'est un bon aspect du coaching. Ok. Et ça t'arrive quand même d'avoir des athlètes qui, par exemple, je sais pas, viennent te voir et sont pas du tout au fait de, tu vois, comment ils s'entraînent, etc. Et tu vois, ils ont leur bro split, par exemple, ils te disent, ouais, moi, je m'entraîne au feeling, tu vois. Alors, vu que c'est moi qui mets en place l'entraînement, heu et que les gens en général, quand ils prennent un suivi avec moi, ils sont ouverts au changement, ouverts à l'expérience. Ouais, je propose, je suis jamais vraiment, on va dire, dans l'idée d'imposer à la personne. C'est tout le temps, tu vois, un peu, prends une décision, il faut que la décision convienne à la personne parce que sinon ça sert à rien d'imposer quelque chose que la personne, voilà, fera à reculons ou quoi. Donc, si jamais une personne s'entraîne vraiment en gros split, moi je donne mes arguments. Voilà, je pense que ce serait peut-être mieux d'utiliser peut-être, une double fréquence sur chaque groupe musculaire dans la semaine, tester un format d'entraînement un petit peu différent parce que ça viendra justement casser un petit peu ce que la personne faisait aussi depuis pas mal de temps et tester quelque chose qui, sur le papier me semble un petit peu plus optimisé et voilà, ça pose pas problème quoi, parce que les gens voilà, souvent quand ils prennent un suivi, sont ouverts au changement et savent que ça leur sera bénéfique dans tous les cas de figure. Donc non, j'ai jamais vraiment eu de personnes, tu vois, qui voulaient pas suivre la programmation ou quoi. Il y aurait pas Mhm. vraiment d'intérêt à prendre un coaching, tu vois, si c'était pour, rester absolument dans son truc et ne rien changer. Ouais, bien Donc sûr. ouais, Et de ouais. personnes à ce moment-là qui, tu vois, qui traquent pas du tout leur entraînement et tu vas leur demander les macros, etc. Ils en ont aucune idée, quoi. Alors ça m'arrive évidemment, j'imagine comme tout coach d'avoir des personnes, qui vont, voilà, qui vont pas forcément avoir rempli leur bilan sur la fin de la semaine ou ce genre de choses. Donc Même avant, voilà, tu vois, avant ouais. de commencer, tu vois, ils ont aucune structure, quoi. Ah! Ah oui, oui, il y en a, ouais, il y en a et justement, ça fait partie aussi du coaching d'apprendre à compter les macronutriments, les calories, si jamais c'est pas le cas. On peut avoir, tu vois, un espèce de guide pour, justement, apprendre à traquer les macros et à les répartir dans la journée. Par exemple, le but, c'est pas non plus de donner, par exemple, 140 grammes de protéines à consommer et de laisser la personne se débrouiller avec ça. Donc voilà, petit déjeuner, essayer d'avoir tant de grammes de protéines, après l'entraînement, tant de grammes de protéines, ce genre de choses-là, ça permet de mettre sur la bonne direction. Et évidemment, toute cette partie apprentissage, toute cette partie éducation qui est super importante dans un suivi parce que les gens aussi prennent un coaching pour apprendre et devenir aussi autonome derrière. Donc, heu, donc ouais, il y a toute cette dimension-là et au niveau de l'entraînement, ça m'est, je crois, rarement arrivé d'avoir quelqu'un qui n'avait pas du tout de structure, hem, tout simplement parce que je trouve, hein, que j'attire dans mon coaching des personnes qui ont déjà, on va dire, de de bonnes connaissances dans la programmation de l'entraînement et de la nutrition. J'ai jamais vraiment eu de personnes en coaching qui étaient vraiment, on va dire, inconnu de tout ce qui était par exemple, intensité d'effort, par exemple RIR ou RPE, Mhm. de tout ce qui était inconnu, voilà, sur le tracking des macronutriments, tu vois? C Très, très rarement, très, très rarement et bien souvent, ce sont justement des personnes qui ne me suivaient pas, des réseaux sociaux et qui venaient de la part d'un contact, d'un coaché que j'avais déjà en suivi ou ce genre de choses-là. Donc ouais, très rare et quand c'est le cas, il faut tout simplement, mettre en place une bonne partie éducative et s'assurer que la personne ne soit pas perdue quoi sur la programmation qui est mise en place. Mais ouais, j'attire souvent des personnes déjà bien investies dans leur pratique et qui s'y connaissent déjà, ouais. Bah, ce que j'allais dire, c'est que de toute manière, je pense que pour beaucoup, ça s'impose pas directement d'avoir un suivi en bodybuilding, parce qu'il y en a beaucoup qui font du bodybuilding comme ça dans leur coin et qui Ouais, sentent peut-être pas la nécessité d'être coachés. Et c'est vrai que toi, tu proposes quelque chose qui est quand même très pointu, qui est très poussé pour vraiment les athlètes qui sont passionnés. Et du coup, je pense que effectivement, s'ils sont passionnés, ils ont déjà un petit peu fait l'effort de se renseigner un peu de leur côté et peut-être qu'ils connaissent un petit peu tes méthodes et c'est c'est justement ça ça qui leur plaît avec et toi, quoi. je pense que c'est ça parce que je sais plus ce que c'est le dicton, mais en gros, tu attires les personnes, qui te ressemblent un peu déjà, tu vois? Donc en soi, vu que je suis moi-même comme ça, c'est-à-dire très discipliné, très carré dans ce que je fais, à la fois dans ma diète, dans mon mode de vie et dans mon entraînement et que je documente tout ça sur ma chaîne YouTube aussi avec ma progression perso, sur Instagram avec ma progression perso. En fait, tu attires les gens qui aspirent à ce niveau de discipline-là, qui aspirent à ce Mhm. niveau d'investissement, et si tu veux, je pense pas que, en mettant, on va dire, voilà, devant mes vlogs, quelqu'un qui n'a absolument pas envie d'être investi et qui a envie de voilà, d'être dans une pratique de la musculation très archaïque ou quoi, soit intéressé par être Ouais, ça suivi va par pas moi. Mais l'intéresser en fait. voilà, c'est ça, c'est ça. Les personnes que j'attire, ce sont vraiment des personnes qui sont dans le même état d'esprit en général et qui sont, voilà, déjà investies avant que je travaille avec elles. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. De toute Ouais manière, tu ne tapes pas et des blocs de c'est muscu. ça et justement le fait de passer en suivi, ça permet de passer au niveau supérieur et c'est ce qu'ils attendent justement, avec le début d'un suivi, quoi.
Ouais. J'imagine que Mm. du coup, ils connaissent déjà un petit peu tes conseils, etc. Parfois, c'est des trucs Ouais, qu'ils tout ont à fait. laissé mettre Bah, en place. ouais, c'est ça. Et puis, vu que j'ai une chaîne YouTube en fait où je documente un peu ma vie perso, ma progression, mes vlogs, etc. Souvent, les personnes me connaissent plus que moi je ne les connais, tu vois. Et parfois, c'est un peu marrant, on va dire. Quand je peux Ouais, ouais, arriver bah, quand je peux arriver à la salle, tu vois, et quelqu'un qui me parle, par exemple, d'un truc qu'il a vu dans un vlog, et moi je me dis, attends, comment il sait que j'ai ça chez moi, tu vois. Et c'est un peu des anecdotes comme ça qui peuvent être marrantes. Et ouais, les gens en général te prennent en tant que coach parce qu'ils apprécient aussi ta personnalité et comment t'es. Mm. ouais, puis je pense que mine de Mm. rien, la manière de s'entraîner, ça peut parler à beaucoup. Moi, je sais que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de donner pas mal de contenu gratuitement, etc. Et qu'en fait, ce qu'on pense, c'est plus la mise en Mm. application, en fait. D'ailleurs, c'est très bien ce que vous faites sur Insta. Très Ah, pro, merci, c'est très gentil. pro. À chaque fois, je vois les posts blancs, violets, les petites infographies. Non, c'est bien, c'est bien. Et c'est Ouais, normal que ça puisse attirer des personnes justement qui sont aussi carrées et structurées, j'imagine en power, parce que le contenu, on va dire, reflète aussi votre état d'esprit, je pense. ouais, bah, c'est sûr que de toute manière, après, on a aussi un petit peu notre vision. Donc, Ouais. forcément, c'est un petit peu aussi des gens qui adhèrent à notre vision qui ont envie de se faire Mm. accompagner. Ouais. Est-ce qu'il y a du contenu que tu pourrais recommander pour, tu vois, pour je sais pas, peut-être des pratiquants qui t'inspirent ou alors des contenus que tu Ouais. aimes bien? Je vais donner des exemples de contenus en anglais et en français. Comme ça, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Même si je suis un peu plus ce qui se passe du côté international. Il y a plus de Depuis, ouais, choix. non, depuis 2-3 ans, la scène française, elle s'est pas mal développée. Donc c'est cool de ce point de vue-là. En anglais, bah, Team 3DMJ, que tu connais sans doute, avec Eric Helms, avec Alberto Nunez, Jeff Albert, qui sont des références pour moi. Ce sont vraiment un peu des modèles de longévité dans la pratique du bodybuilding parce que c'est une team en fait, ce sont des athlètes et coachs justement qui veulent intégrer le bodybuilding dans un mode de vie familial, dans un mode de vie social. Et c'est pas l'image du bodybuilder de très haut niveau et athlète, tu vois, qui vit dans le noir, qui mange son riz brocoli tous Mmh. les jours et qui voit personne. C'est vraiment le fait d'avoir des enfants, le fait de fonder une famille, tu vois, tout en étant compétiteur en bodybuilding et en faisant en sorte de mêler ça et de faire en sorte que le bodybuilding s'incrémente bien à un mode de vie social, à un mode de vie familial. Et moi, je trouve ça très très bien comme approche. Et du coup, j'ai beaucoup de discussions dans mes propres coachings justement sur cette approche-là. Justement, les gens, tu vois, qui doivent traquer leurs calories, leurs macros, mais en même temps qui ont des festivités le week-end, qui ont des Ouais, sorties, des restos, forcément. etc. Donc, on va dire que l'approche 3DMJ par rapport à ça est vraiment très, très, très intéressante à appliquer au quotidien. Ensuite, j'aime bien aussi Revive Stronger en anglais. Donc ça, c'est un créateur de contenu que j'aime beaucoup, aussi très, très carré, très pointilleux dans son approche de l'entraînement, avec à la fois l'expérience et on va dire la connaissance scientifique. Et c'est vraiment en fait les deux critères majeurs que j'apprécie suivre sont les gens qui ont à la fois l'expérience, qui ont plusieurs années de bodybuilding derrière eux et qui sont aussi intéressés par le côté scientifique de la chose. Et ensuite, AJ Morris, j'aime beaucoup en athlète au Royaume-Uni. Et Kuba Chelon aussi, si tu vois qui c'est. Ok, non, je connais Non, pas. voilà. John Jewett, ça c'est bodybuilding, voilà, assisté, on va dire, avec produit, mais très très bon conseil basé sur la science aussi. Donc ouais, au niveau international, j'aime beaucoup. Renaissance Parisation aussi, Mmh. ça te parle peut-être. Et Ouais, bien. ouais. En France, j'aime bien suivre en tant qu'athlète Florian Peter, Flo PTR sur Instagram. Yann Lett aussi, qui a de bons conseils sur tout ce qui est biomécanique, tout ce qui est approche scientifique également. Euh, ouais, sont les principales sources que j'ai l'habitude de suivre au quotidien. Évidemment, j'en oublie. Désolé si Ouais, certaines ouais, bah, personnes de toute qui écoutent le façon, bah, vas-y, podcast, je mais pense que voilà, c'est sinon, ça. C'est ça. Et les gens peuvent aller regarder mes followings sur Instagram. Je suis pas énormément de gens, tu vois, mais les personnes que je suis en général m'inspirent, soit en termes de niveau dans la pratique, soit en termes d'éducation, soit en termes de mode de vie. Donc voilà, ce sont des personnes que voilà, et ils retrouveront STS dans les followings. est-ce que tu as un mot de la fin? Un truc que tu aimerais dire, un truc que tu aimerais que les gens retiennent ou... Ouais. Euh, Très important,
de coupler son activité physique de haut niveau avec le mode de vie familial et le mode de vie social, parce que c'est ce qui permet justement à un athlète, je pense, d'être complet et de ne pas subir sa pratique à haut niveau, que ce soit en bodybuilding ou en powerlifting. Et ouais, ça permet d'apprécier beaucoup plus la vie en général, d'avoir à la fois on va dire cette carrière sportive qui est comblée, mais aussi à côté, avoir les plaisirs de la vie qui vont avec. Donc, c'est un challenge du quotidien de réussir à bien intégrer le tout, mais quand tu y arrives, c'est vraiment top. Je suis hyper d'accord avec toi. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté dans le sens où souvent il y a vraiment un aspect, comment? On se rend pas compte qu'en fait les résultats ils viendront sur le long terme de toute C'est manière. ça. Et que Et si tu te mets si tu te mets la misère et que de toute manière c'est pas durable, Et les gens ont souvent tendance à penser que le côté social, quand on doit faire attention à sa diète ou à son entraînement, c'est complètement incompatible avec la progression. C'est forcément, plus tu as le côté social qui est développé, plus forcément c'est difficile d'être un peu plus pointilleux sur le tracking des données. Mais voilà, ça fait partie des challenges aussi de réussir à trouver l'équilibre entre les 2 et de pouvoir à la fois très bien progresser dans sa pratique, tout en ne se privant pas, on va dire, sur le côté social, le côté familial. Évidemment, à l'approche d'échéances compétitives, on doit resserrer un peu sur le ouais, côté sportif, forcément. Mais ouais, pour moi, c'est très important parce que c'est dans c'est ce que je trouve, on va dire, hyper, hyper, je cherche un petit peu mes mots, hyper enrichissant, on va dire, sur le long terme. Parce que les gens ont soit tendance à trop se focaliser sur leur pratique sportive et à se sentir un peu, tu vois, exclu sur le côté social du coup, ou au contraire, si jamais tu as un mode de vie social développé, tu commences à te dire que ça sert à rien de faire de la musculation ou ça sert à rien de traquer tes ouais. calories ou quoi, parce que tu as l'impression de mettre tes efforts à la poubelle. Mais en réalité, il faut juste réussir à bien incrémenter les deux et faire en sorte que ça fonctionne correctement. Et c'est souvent comme ça que tu arrives ensuite à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 années, 7, 8, 9, 10 ans de bodybuilding parce que tu connais les principes fondamentaux et ce que tu dois mettre en place pour intégrer le bodybuilding dans la vie. Voilà, c'est ça. On Mmh. peut avoir un excellent niveau sans être obligé de rapporter des tupperwares de Noël et de vivre dans le noir, quoi. Ah, le fameux Tupperware de Noël, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Anton pour ta participation. Bah, écoute, c'est Je avec mettrai, plaisir. je mettrai tes réseaux en dessous pour ceux qui veulent te suivre. Donc, tu as Instagram, YouTube, tu as un site internet. Instagram, YouTube, j'ai mon site internet, oui, qui redirige directement sur mon formulaire de demande de coaching et mes témoignages. Voilà. C'est Et super. disons que la partie témoignage n'est pas hyper développée, vaut mieux regarder la page Instagram qui s'appelle Team Café Fitness pour voir beaucoup plus d'avant-après. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup et je pense que ça Merci en de aurait dit. l'invitation. Je te souhaite de Merci. passer une bonne soirée et merci aux auditeurs de nous avoir suivis.